Bonjour, je m'appelle Amaury Abra, je suis professeur en informatique à l'Université Jean Monnet, chercheur au laboratoire Hubert Curien et au sein de l'équipe INRIA Malise et membre de l'Institut universitaire de France. Dans le cadre de mon intervention aujourd'hui, je vais essayer de donner un point de vue plutôt d'informaticien, de mathématicien appliqué sur les problématiques de génération à partir d'IA, d'IA générative. Je rappellerai très rapidement quelques éléments un peu de technique de fonctionnement et puis les enjeux autour de ces modèles-là, comme par exemple la généralisation, le problématique de biais, d'erreurs, et comment éventuellement corriger ces modèles-là, et puis les différentes perspectives pour guider les nouvelles recherches dans ces domaines-là et l'acceptation au niveau du grand public. Bonjour à tous, donc je tiens d'abord à remercier Gwenaël et Maxime pour l'invitation. Et puis vous l'avez compris, donc moi je suis informaticien, plutôt orientation mathématique appliquée, donc un peu un domaine différent. Donc je vais préparer une présentation où je ne vais pas faire de maths, ne vous inquiétez pas de faire d'informatique, quelques illustrations, et puis partager quelques éléments en tout cas de questionnement qu'on peut avoir nous et l'impact que ça peut avoir vis-à-vis de la création, et avec un point de vue d'IA générative ici qui sera appliqué. Alors, peut-être en introduction, alors j'ai pris le temps de demander ici à Dali de générer une petite image. Vous l'avez vu sur un atelier de création à la Cité du Design à Saint-Étienne. Vous voyez un petit peu la sortie qui en est faite, avec les biais qui sont éventuellement liés à cet outil-là, et la représentation de Saint-Étienne qui peut en être ressortie ici. Donc un petit point de vocabulaire, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA, on parle d'IA générative, on parle de deep learning. En fait, parfois les choses ne sont pas toujours si claires sur les différents domaines qui existent. Alors, juste peut-être très simplement de dire qu'en fait l'IA générative, c'est un sous-domaine aujourd'hui des techniques de deep learning, qui est lui-même un sous-domaine des techniques de machine learning, qui contiennent des réseaux de neurones, et puis tout ça, c'est dans un domaine plus large de l'intelligence artificielle, mais qui couvre d'autres techniques, de la logique, du raisonnement, théorie des jeux, voilà. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais juste pour dire que le mot IA est un terme qui en fait est aujourd'hui très très large, et en fait ce qui nous intéresse, c'est une partie assez importante, mais quand même une partie de l'IA. Et donc, ce qu'on a déjà un petit peu vu avec les présentations de ce matin, c'est que les techniques d'IA générative sont suffisamment performantes aujourd'hui pour que tout le monde s'y intéresse. Alors, tous les champs de métier, les designers, les médecins, etc. Donc, tout le monde fait un peu d'IA aujourd'hui, si je voulais un peu caricaturer. Notamment parce que les technologies permettent d'avoir des documents, ici des images qui sont extrêmement réalistes. Alors, j'ai mis en bas à droite de mon exposé une image qui a été créée par un photographe allemand qui a participé à un concours qui est les Sony World Awards de photographie, je ne me rappelle plus le nom exact, vous connaissez peut-être. Et en fait, qui a gagné le concours, et sa photo était générée par une IA. Et donc après, il a refusé le prix à ce sens-là. Et donc, juste pour dire qu'effectivement, les éléments qui ont été générés sont suffisamment parfois fins pour qu'un expert puisse ne pas forcément reconnaître immédiatement que c'est généré par une IA. Et puis on sait que dans certains domaines, comme par exemple la médecine, notamment en radiologie, et les techniques de deep learning peuvent parfois avoir des prédictions un peu supérieures à des médecins. Donc voilà, donc il y a vraiment un intérêt de voir ces outils-là. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui ? Eh bien, première chose sur la création. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors, je vais prendre quelques éléments pour expliquer un peu comment fonctionnent très simplement ces machines un peu derrière et comment on peut faire la création. Et puis, en fonction de ça, alors vous voyez que comme je suis informaticien, je mélange beaucoup l'anglais et le français, donc ça arrive partout. Mais notamment, qu'est-ce que ça veut dire généraliser, créer, généraliser ? Enfin, le point de vue qu'on peut avoir nous et les biais qu'on peut retrouver dans ces algorithmes-là. Donc, la notion de biais. Et puis, je vais présenter quelques perspectives, discuter un peu comment on peut essayer d'améliorer ces éléments-là, et puis surtout d'intégrer ces outils dans la société, leur acceptabilité, avec différents points de vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire générer des éléments ? Il y a plusieurs algorithmes qui font de la génération, notamment d'images ici. Donc ce sont derrière des aspects informatiques, mathématiques appliquées, dans le sens où on va, comme on l'a vu précédemment, résoudre un problème d'optimisation. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Une manière aujourd'hui un peu récente, c'est ce qu'on appelle des modèles de diffusion. Alors le point, c'est que lorsque vous voulez apprendre un modèle, vous avez des données, des données d'image. Parfois, vous avez une image et le texte associé à l'image. Parfois, vous avez juste des images. Et comment font ces algorithmes-là ? Eh bien, il faut qu'ils trouvent une manière de générer quelque chose de nouveau, générer un élément. Alors, il y a
plusieurs manières d'approcher ça. Et une manière de faire, c'est de dire, je pars d'une image, donc l'image de chat tout à fait à gauche, et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perturber un petit peu l'image, avec un petit bruit. Je dirais pour une description assez simple. On a bien la deuxième image, X1. Puis on continue, etc., grand effort, jusqu'à obtenir un bruit qui est vraiment bruit aléatoire, normal, qui ne représente plus rien. Donc ça, c'est la phase de diffusion. Donc là, on apprend à bruiter cette image-là. Et puis après, pour générer, en fait, le chemin inverse, on va partir d'un bruit. Et puis on va apprendre à redébruiter l'image pour obtenir l'image générée. Donc vous voyez que derrière ce processus-là, il y a un aspect de probabilité stochastique qui va faire en sorte qu'éventuellement on peut avoir des choses un petit peu différentes ou au contraire assez proches. Cette manière de faire est aussi guidée par des problématiques d'optimisation, puisque une manière de décomposer le problème en petits sous-problèmes est une manière d'avoir quelque chose de plus calculable, de plus efficace en termes calculatoires pour les algorithmes précédemment. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on va vouloir guider la génération d'images en fonction de souhaits, lorsqu'on va mettre un prompt par exemple, eh bien, les éléments qui vont être intégrés au prompt vont être intégrés dans le modèle pour guider la construction de l'image en fonction de ce que l'on souhaite. Et donc justement sur les aspects texte, donc autant sur les images, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre une image, essayer de débruiter, rebruiter, donc travailler là-dessus. Autant sur un texte, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de prédire le prochain caractère. C'est ça le principe. Et donc, lorsqu'on prend une phrase, on commence par le premier caractère, on essaie de prédire le deuxième, et puis après on essaie de prédire le troisième. Puis à chaque fois que le modèle fait une erreur, il y a un algorithme qui essaie de reparamétrer les paramètres du modèle de manière à ce que petit à petit le modèle arrive à prédire le prochain caractère avec une grosse probabilité. Donc là ici on a un élément qui est important, c'est que ce qui fait faux ici, c'est un caractère probabiliste. On veut essayer de minimiser la probabilité de se tromper ou que le texte généré, que l'image générée soit la plus vraisemblable possible par rapport à ce qu'on a pu observer. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez, une médiation probabiliste qui, suivant les domaines, est plus ou moins adapté. Un petit élément aussi technique, c'est que les modèles qui servent à générer ces éléments-là sont des modèles que vous le savez probablement qui ont beaucoup de paramètres, 10 millions, voire plus, et leur organisation, leur structuration est un sujet important pour lesquels aujourd'hui, comme ça a été évoqué précédemment, il n'y a pas une recette pour dire il faut faire ci, ça pour arriver à faire un bon modèle. C'est plutôt une expérience qui repose sur le vécu en disant on sait que ces modèles-là marchent bien, on va essayer de les reparamétrer, de les améliorer, de les corriger, mais on n'a pas une manière de créer des nouveaux modèles qui s'adoptent de manière simple pour tout le monde. D'accord. Et ensuite, une question de trouver les bons paramètres était vraiment un sujet important. Faire un modèle génératif à partir de zéro, ça demande plusieurs mois de travail pour des spécialistes. Alors on est 3-4 mois de travail, plus un entraînement qui peut aussi prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui demande une expertise, une ingénierie qui peut être assez fine et qui n'est pas toujours accessible à tout le monde. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on va utiliser après des modèles dans d'autres domaines, on va se baser sur des modèles existants qu'on va essayer de reparamétrer. On parle ici de micro-IA, c'est-à-dire qu'on va essayer de spécialiser ces modèles-là à une tâche ou à une problématique donnée. Voilà. Et puis il y a aussi un aspect de représentation des données. En fait, les mots et les images d'ailleurs sont représentés par des manières numériques de vecteurs de données qui vont après être combinés entre eux. Et donc il y a un aspect aussi de biais de représentation qui est lié à ces éléments-là. Alors, dans ce contexte, que veut dire généralisation? Alors, j'ai pris deux illustrations ici, qui sont des modèles donc, de génération ici stable diffusion, avec des modèles générés. Donc ici, vous voyez en haut des images qui ont été générées par l'IA, par une nouveau prompt, et en dessous, des images qui font partie du jeu de données d'apprentissage. Et vous pouvez voir que, suivant les images, il y a plusieurs éléments qui sont reproduits de l'ensemble d'apprentissage. Ici, vous le voyez. Alors, soit ça peut être directement le cadre de l'image qui est très similaire, avec des variations sur les robes, etc., ou les personnages, où on va changer un élément dans l'image, en grande majorité, voire on reprend le même contexte, on change juste le tableau, voilà. Et donc, après, la question qui va se poser en termes de création, c'est, en fait, lorsque vous allez utiliser une IA générative qui a été entraînée sur un jeu de données, eh bien, elle va potentiellement reproduire des choses qu'elle a déjà vues, c'est ce qu'on a évoqué un peu ce matin. Et donc la question de qu'est-ce qui va être déjà vu, c'est pas forcément évident à comprendre. Ça peut être une image générale, ça peut être un autre objet d'une autre image qui est changé. C'est pas forcément peut-être un problème d'un point de vue création, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver. En dessous, voilà, c'est des questions de changement de style, et vous voyez pareil,
les images qui ont été générées par des utilisateurs, et puis des images qui ont été trouvées dans un jeu de données, donc Lion, qui est un jeu de données de plusieurs milliards d'images, et vous voyez aussi qu'il y a une certaine similarité. Et donc la question qui se pose, c'est que veut dire généralisation ? Lorsqu'on essaye de modéliser ce phénomène-là d'un point de vue informatique, mathématique appliquée, lorsqu'on fait des problèmes de classification, le genre vous avez des données médicales et vous voulez savoir si un patient est malade ou pas malade, eh bien la problématique est modélisée de la façon suivante, on essaie de minimiser la probabilité de se tromper, et on sait qu'une manière de faire ça, c'est de dire qu'il faut qu'on soit très bon sur l'ensemble d'entraînement, et que le modèle qu'on va apprendre, il soit pas trop compliqué, soit pas trop complexe. Après, la notion de complexité, elle est difficile à caractériser mathématiquement parce que, vous le savez, les modèles de deep learning sont des modèles avec plusieurs millions de paramètres, donc ils sont d'une certaine manière complexes en termes de nombre de paramètres. Et donc, la question de tout comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, complexité, pour avoir une bonne quantité de généralisation, puisque ces modèles-là généralisent relativement bien, eh bien aujourd'hui, elle n'est pas encore bien comprise d'un point de vue mathématique. C'est pourquoi est-ce que ces modèles généralisent bien, qu'est-ce qu'ils font qu'ils généralisent bien, quels sont les points sur lesquels on doit jouer pour améliorer la généralisation. Eh bien, c'est un enjeu de recherche important qui fait écho au fait qu'on a du mal à proposer un guide pour construire des architectures, parce qu'aujourd'hui, la manière dont ces modèles généralisent est encore un sujet de recherche important. Et donc, lorsqu'on est sur de l'IA générative, en fait, ce qui se passe, c'est que la notion d'erreur, elle est beaucoup plus difficile à caractériser, dans le sens où on n'a pas... si vous avez par exemple un cas médical, vous prenez des entrées de patients, puis vous dites il est malade, il n'est pas malade, l'IA s'est trompée, elle ne s'est pas trompée. Lorsque vous générez des images comme ceci, bon, il n'y a pas de notion d'erreur en tant que telle, si ce n'est parfois qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des hallucinations. La personne a généré une main à 6 doigts, il peut y avoir des erreurs. Éventuellement, l'image est de mauvaise qualité dans le sens où les personnages ne sont pas suffisamment représentatifs. Donc ça, on peut corriger ces sorties-là avec des modèles qui vont vérifier que ce qui est sorti corresponde à des concepts qui existent déjà. Mais la notion d'erreur est un petit peu plus difficile. Donc ce qu'on fait plutôt, c'est essayer de dire que les données qu'on génère avec ce modèle-là vont maximiser une sorte de probabilité du modèle. Donc on a une modélisation probabiliste. Et après, dans ce contexte-là, définir la notion de bien généraliser, ça veut dire bien reproduire le jeu de données, mais en même temps pouvoir générer d'autres choses. Parce que sinon, on n'a pas besoin d'avoir une IA générative. Donc pouvoir généraliser d'autres choses, ça veut dire introduire de la diversité, ça veut dire introduire des notions d'aléatoire. Et comment le faire et qu'est-ce que ça veut dire ? Et aujourd'hui, c'est une question importante. Que veut dire généraliser pour des IA génératives ? Que veut dire produire de nouveaux contenus ? Eh bien, c'est aussi une question de recherche qui n'est pas forcément évidente à faire. Et avec ceci, vous pouvez avoir envie de rajouter dessine-moi une image qui respecte certaines contraintes architecturales, certaines contraintes physiques. Bon, ben voilà, c'est aussi des questions, comment accueillir ces éléments-là, les intégrer pour avoir des modèles qui soient performants et représentatifs de ce que vous voulez. C'est aussi une question qui est difficile et qui fait l'objet de beaucoup de recherches. Ensuite, les questions de biais, alors on a évoqué, alors je vais ici peut-être préciser quelques exemples. Donc, vous le savez probablement que les IA sont généralement biaisées, notamment le biais de genre, typiquement. Donc les IA génératives n'échappent pas à ce problème-là, et donc elles sont biaisées, en particulier sur les jeux de données qui ont été utilisés. Et donc évidemment, si dans des jeux de données, il y a certaines populations qui sont surreprésentées par rapport à d'autres pour certains métiers autres, évidemment, ça va être reproduit. Et donc, ici, on peut parfois corriger ces biais-là, alors soit parce les personnes qui produisent les IA vont faire en sorte que sur certains biais, ils vont essayer de les introduire dans les modèles directement pour éviter que ça le fasse, soit éventuellement on va pouvoir demander avec peut-être des prompts en disant voilà, il faut qu'on rajoute tel critère pour avoir plus de diversité, par exemple. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, d'autres choses qui sont plus insidieuses. Par exemple, ici à droite, vous voyez des images qui essaient de générer un train qui roulait sous le soleil. Et en fait, tous ces trains sont jaunes. C'est pas quelque chose qui a été demandé. Mais c'est un biais qui existe très bon dans le jeu de données qui a été utilisé et qui fait que tous les trains vont être produits et vont être jaunes. Alors, en tant que créateur, vous savez bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, ces biais-là vont être reproduits implicitement par le modèle. Et ça, ce sont des choses qui sont difficiles à créer. Il faut pouvoir aussi maîtriser le jeu de données sur lequel les IA ont été entraînés. Et si vous utilisez des IA qui viennent de grandes sociétés américaines, vous ne savez pas sur lesquelles les données qui ont été utilisées. Donc, pouvoir retrouver les données sur lesquelles ces éléments ont été retrouvés, les données proches que vous avez générées, vous ne pouvez pas le faire.
Et donc, voilà, il y a cette problématique qui est importante et dont il faut être au courant lorsqu'on va faire un projet de création, que vous pouvez générer des choses biaisées, que vous pouvez générer des choses qui ont déjà été vues dans d'autres images et vous ne le savez potentiellement pas. Alors, il y a toute la problématique qui est pas directement liée à la création, mais qui peut avoir un impact aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les deepfakes, les hypertrucages, hein, c'est de générer des fausses images de choses qui ont été par des techniques de deep learning, alors qu'il y a justement au sein de la région Rhône-Alpes un livre blanc qui a été rédigé sur ces problématiques-là. Et donc là, il y a une problématique d'information, on peut diffuser de la fausse information, et puis aussi une problématique, c'est que potentiellement, ces images-là pourraient être réutilisées pour entraîner d'autres modèles. Et donc, du coup, introduire de plus en plus de biais ou de fausses informations. Et donc, la question des jeux de données, de leur qualité est importante. Et puis aussi, la question de comment est-ce que les modèles se comportent lorsqu'on intègre des données générées dans ces modèles-là. En fait, il y a des études là-dessus. On sait que si on arrive à pas trop en rajouter, les modèles se comportent bien. Si on en rajoute trop, ils vont peut-être diverger vers quelque chose de trop spécifique, dans le sens où ils vont peut être capables de générer de nouvelles choses. Ils vont se contenir à leurs données de départ. Si on le fait de manière parcimonieuse, on arrive quand même à avoir des modèles qui continuent à auto-apprendre un petit peu, tout en proposant de nouvelles choses. Donc là aussi, il y a des questions de mathématiques et informatique derrière. Comment avoir ces compromis pour être sûr que les modèles arrivent à générer de nouvelles choses tout en rajoutant des données, puisque un critère important de ces modèles-là, c'est quand même la donnée aussi qui est clé. Alors, voilà, comment est-ce que je peux... des éléments de conclusion, de discussion qu'on pourra partager. Alors, comme ça a été évoqué ce matin, c'est que la capacité de productivité est découplée et vous avez tout un tas de choses à disposition relativement facilement. Il y a quand même une question du droit d'auteur qui est derrière. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais c'est quand même des choses qui se posent, puisque vous pouvez générer des images qui contiennent des contenus qui proviennent d'autres images. Et donc, comment protéger cette création-là ? C'est un sujet juridique important, mais en tout cas, en tant qu'utilisateur, il faut être conscient que ça peut arriver. Et notamment, il y a beaucoup d'intégration dans les logiciels de création. Donc là aussi, la propriété des images générées est une question... je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est un point auquel il faut être attentif. Il peut y avoir un risque de surproduction de contenu aussi généré. Parfois, il peut y avoir ce problème-là dans certains domaines. Donc c'est aussi un élément d'attention là-dessus. Et puis, des aspects de rémunération d'artistes, l'utilisation d'images sans consentement et l'évolution des métiers de la création, ce sont des points également importants qui vont un peu changer probablement ces métiers-là à l'issue. Un petit mot sur l'impact énergétique, on l'a évoqué un petit peu ce matin dans l'exposé de Bruno. C'est un point important. Il est clair que les IA, telles qu'on les utilise aujourd'hui, ne sont pas des IA qui sont soutenables, ou en tout cas des systèmes qui sont peu énergivores. Comme ça a été évoqué, tout est caché, puisqu'on utilise des systèmes via des interfaces, on ne sait pas, donc on ne sait pas combien ça coûte. L'entraînement, aujourd'hui, des modèles les plus performants se font par des sociétés qui ont des accès, des infrastructures extrêmement importantes que d'autres organismes, en particulier publics, ne peuvent pas avoir. Donc il y a une dépendance un petit peu à ces organismes-là, donc il y a une question de souveraineté qui se pose, et c'est pour ça qu'il y a des initiatives françaises qui essayent de contrôler ça, mais aujourd'hui, c'est difficile de contenir ça, parce que la qualité des produits générés reste encore assez forte sur les grandes sociétés. Donc en fait, on a cette dépendance-là, et on a oublié d'utiliser ces outils, et puis de les reparamétrer, de les recorriger pour notre donnée à nous. Donc là, il y a des questions aussi de souveraineté, et puis le coût, et je ne suis pas sûr qu'on arrive à bien maîtriser ces coûts-là. Alors on a beaucoup de travaux qui parlent d'IA frugale. Donc l'IA frugale, c'est une manière d'essayer de maîtriser le nombre de données qu'il faut générer, le nombre de calculs. Elles vont contenir des choses, mais il n'empêche qu'au final, il faut quand même utiliser un gros modèle qui va être bien appris peut-être, et ce modèle-là, il aura dû être appris avec beaucoup de données, beaucoup de GPU, et donc voilà, comment ça va évoluer, c'est difficile, mais là, il faut bien voir que ce point de vue, que l'impact est extrêmement important. Alors comment est-ce qu'on peut agir, en tout cas quelles sont les perspectives pour essayer d'avoir une utilisation plus raisonnée? Il y a la question de la formation, et je pense que nous, en tant qu'universitaires, c'est aussi notre rôle de pouvoir aussi informer tous ces processus d'IA, et notamment les biais, les difficultés qui sont liées à eux, de manière à ce que quand les gens utilisent ces technologies-là, ils savent un petit peu les défauts, et ils peuvent en tout cas au moins l'afficher, et éventuellement faire attention à certains aspects.
Il y a un gros travail aussi, ça a été évoqué, sur les aspects réglementation. Il y a toute une démarche, notamment l'IA Act, qui essaie de mettre en place des régulations au niveau européen pour essayer de contrôler un peu les aspects IA et leur impact négatif sur la société. Et notamment, on va essayer de forcer à ce que les gens, quand les gens distribuent des images, indiquer que ça a été généré par une IA, de manière à ce que ce soit le plus transparent possible. La publication des données, notamment, qui ont été générées par le droit d'auteur. Et puis le contrôle des contenus générés. Alors ça, c'est une problématique un petit peu, c'est un peu comme la détection de fraude. C'est un peu un jeu sans fin, puisque essayer d'avoir des modèles qui vont détecter si les images ou les contenus sont des images générées par des IA, ça se fait un peu. Dans les exemples que j'ai vus avant, ça a été un peu simulé, donc on peut arriver à faire des choses, mais on ne peut pas arriver à les détecter de manière certaine. Et on peut imaginer aussi que les gens qui ont intérêt à générer ces outils-là vont améliorer leurs outils pour que ça soit de moins en moins. Donc ça va être difficile, de manière générale, d'avoir des outils qui vont être capables d'identifier des IA générées, enfin des données générées par des IA, en tout cas aujourd'hui, voilà. Et donc les solutions pour essayer d'avancer dans l'acceptabilité de ces outils d'IA, elle va être bien sûr multidimensionnelle, avoir une formation qui soit suffisamment pertinente pour que les utilisateurs soient au courant des techniques et comment éventuellement les corriger, et puis avoir une réglementation qui va essayer de forcer les différents organismes et instituts à avoir une politique qui soit un petit peu plus transparente, plus explicable. Alors, on avait évoqué les aspects interprétabilité et explicabilité, c'est des choses qui sont importantes aussi. Il y a beaucoup de recherches qui se font pour essayer d'expliquer comment les IA vont avoir généré telle chose, vont avoir proposé telle décision à un médecin. Typiquement, c'est un point important aujourd'hui. Est-ce que, du coup, les perspectives pourraient de dire, lorsque les médecins ont un diagnostic qui est suivi par une IA, est-ce qu'ils peuvent le justifier en disant, voilà, la zone de l'image qui a servi et que l'IA a utilisé, c'est celle-ci, ça correspond bien à telle chose, ou au contraire, des choses qu'on appelle contrefactuelles, qui est de dire, imaginons si on voulait que le diagnostic soit changé, comment faudrait-il modifier l'image pour passer à un autre diagnostic, dans ce qu'on appelle les justifiés contrefactuels, qui est une manière de justifier que si la modification est très forte, probablement que le diagnostic il est quand même assez bon. Si la modification elle est assez limitée, peut-être que le diagnostic de l'IA est pas très certain, et on va aussi retrouver des choses autour de détection d'incertitudes et comment on peut ajouter des incertitudes sur ces modèles-là, qui font aussi un travail important pour les statisticiens, informaticiens et mathématiciens dont je représente ici. Merci à tous.